Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans notre premier podcast Écoute l'avenir qui vous est proposé donc par EcoAvenir. Marion, bonjour. Bonjour Romain, merci à tous de nous retrouver pour le premier épisode de Écoute l'avenir. Ce podcast a pour sujet la raréfaction de l'eau et pour cela nous nous pencherons sur les réserves de substitution, autrement appelées les bassines. Merci Marion. On va présenter rapidement nos invités à nos auditeurs. Nous avons d'un côté dans le camp du pour ou plus ou moins à éclaircir avec eux. Monsieur Guy Moreau, vous êtes donc conseiller régional élu et Monsieur François Bonnet, maire de Saint-Hilaire-la-Palud. Dans le camp donc, du contre, cette fois, nous avons Julien Leguet, porte-parole, un des porte-parole de Bassines Montmercy, et nous avons des représentants de la commune de La Roche-Sénart qui a voté, il y a de cela un peu, une motion contre l'installation des réserves de substitution. On va lancer le reportage et puis on vous retrouve juste après et on posera nos questions, vos questions, puisque ce sont vos questions à nos invités. Les bassines ou réserves de substitution sont des ouvrages de stockage d'eau pour l'irrigation. Elles sont constituées de plusieurs hectares de bâches plastiques retenues par des remblais de 10 à 15 mètres. Le projet, le voici, 16 réserves autour du Marais Poitevin pour un coût total de plus de 60 millions d'euros. Celles-ci servant principalement à l'irrigation du maïs, elles trouveront vite leurs détracteurs, les anti-bassines. Pour eux, le projet n'a pas de sens. Dévastateur sur le plan environnemental et sur le plan social, il pourrait, selon eux, privatiser l'eau. En 2017, c'en est trop, et le jeune collectif Bassines Non Merci passe à l'action en réunissant plus de 1500 personnes lors d'une manifestation à Amuret. Portés par leur porte-parole Julien Leguet, les opposants au projet enchaînent des actions de plus en plus médiatisées, ce qui les conduira devant le Parlement européen le 23 mars dernier. Quant à eux, les agriculteurs favorables au projet expliquent la nécessité et la fiabilité de celui-ci pour, notamment, faire face aux sécheresses et produire plus. Des maires vont alors afficher ou non leur soutien au projet, certains prenant même des motions contre celui-ci. Alors, entre pro et anti-bassines, la guerre de l'eau est déclarée. Donc suite à ce reportage, on va vous poser quelques questions dont vous aurez un petit temps pour y répondre. La première est pour les deux camps, entre guillemets, et c'est: pensez-vous qu'aujourd'hui nous sommes dans une urgence climatique? On va essayer de répartir la parole. On va, pareil, faire dans l'ordre. Monsieur François Bonnet ou Monsieur Guy Moreau qui souhaite répondre à cette question. Bon, je veux bien répondre. Oui. Oui, l'urgence climatique, effectivement, la réponse est oui, 1000 fois oui. Je crois qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique et les conséquences du climat sur la vie quotidienne des gens, elle est évidente. Donc, le terme d'urgence est le mot bien adapté, en effet. D'accord. Merci. Oui, je partage l'avis de Guy. Il y a urgence climatique. D'accord, super, merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet et Monsieur Moreau. On va passer donc au camp du contre. Les réserves de substitution, on aura l'occasion d'y revenir. Qui de La Roche-Sénart ou de Julien veut commencer à répondre à cette question sur l'urgence climatique? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est effectivement dans une situation d'urgence climatique et c'est important, effectivement, ça a un impact pour nous actuellement, mais également pour les générations à venir. D'accord, merci beaucoup. Julien, un mot sur l'urgence climatique? Déjà, un premier constat, et ça annonce un débat de qualité, puisqu'il n'y a pas parmi nous de climato-sceptiques, sachant que ça existe encore, hein. Des gens qui remettent en cause les effets de nos actions, de nos activités humaines sur le dérèglement climatique. Non seulement il y a urgence climatique, mais en plus, elle est déjà mesurée, on en mesure déjà les effets. Et je crois qu'on mesure par contre pas les effets d'un plus 5 degrés, comme on nous l'annonce aujourd'hui au niveau du GIEC,
Et tout de suite, pour mettre en perspective ce dossier de bassine qui parle d'eau, on est aussi sur un territoire où la problématique du rehaussement du niveau de la mer va avoir des effets certainement beaucoup plus rapides qu'on ne l'imagine. Peut-être pour les gens qui ne voient pas encore trop les bassines, etc. Et je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez diffuser votre reportage, mais on est bien dans le Marais Poitevin, on est bien dans la plus grande zone humide de France, qui fait 100 000 hectares, et dont l'ensemble des terres est comprise entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc autrement dit, très submersible. Merci beaucoup, Lucien, pour cette réponse riche. On va passer donc sur la deuxième question qui va largement introduire ce débat. On va continuer dans cet ordre. Monsieur Bonnet, Monsieur Moreau, pour vous, une retenue d'eau, c'est quoi? Pour moi, c'est stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été. Alors, il y a différentes solutions, il y a différentes choses qui sont plus ou moins réalistes. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on pouvait stocker de l'eau, on aurait pu stocker de l'eau dans une partie du Marais sur 4-5 hectares, dans de l'argile, sans forcément de pompage dans les forages. Aujourd'hui, la législation oblige à faire les réserves d'eau éventuelles sur des hauteurs et de pomper dans les nappes. Donc, c'est incohérent, mais du fait que ça soit incohérent, c'est pas pour ça qu'il faut rien avoir envie de faire, parce que cette année, par exemple, l'an dernier, c'était pareil, on a des quantités d'eau, 200 mètres cubes secondes, qui passent dans la Sèvre niortaise, des quantités, des volumes d'eau qu'on a du mal à imaginer et qui sont envoyés à la mer, même s'il y a nécessité d'envoyer de l'eau douce à la mer. Mais l'obsession dans le monde, c'est de garder l'eau douce au maximum. Et chez nous, dans notre secteur, dans notre zone, parce que ce n'est pas le cas dans toute la région Poitou-Charentes, mais dans nos zones, on a vraiment des quantités d'eau douce qui sont envoyées à la mer et qu'on pourrait conserver une petite partie, qu'on pourrait conserver pour l'été, pour éviter de pomper l'été dans les forages et d'irriguer. Voilà. Donc, moi, la réserve d'eau, c'est vraiment du stockage d'eau qui est à portée de main et qui pourrait éviter de pomper dans les forages l'été en période d'étiage. Merci. Donc, je peux rajouter 2-3 éléments. Je suis d'accord avec ce qu'a dit François dans la globalité. Il faut rajouter 2-3 éléments importants, il me semble. Le premier, c'est que on a un rapport à Climatera, un rapport par des scientifiques qui a été mis en place sur la Nouvelle-Aquitaine et qui tient compte aussi du processus qui se passe en Poitou-Charentes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'échelon de 10-20 ans maximum, on peut estimer que les pluies, la disponibilité en eau baissera aux alentours de 30-40% en globalité, sur sa globalité, avec une répartition qui va être très, très contrainte entre l'hiver et l'été. Si on constate sur 2-3 ans, les 3 dernières années, notamment les 2 hivers précédents, on a quand même des pluviométries qui globalement font dans la moyenne. La seule chose, c'est qu'elles sont très, 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 quand je dis très, très mal réparties, et ça a l'air d'être encore le cas pour cette année-là en cours. Après un mois de février très pluvieux, on a un printemps déjà très sec. Donc se pose la question de l'avenir pratiquement de l'humanité dans ce cadre-là. Comment peut-on gérer la problématique de l'eau, qui est avant tout un problème d'abord d'eau potable aussi, je précise. Là, effectivement, on parle des retenues de substitution, mais dans la loi sur l'eau, on est bien d'accord que la priorité, c'est l'eau potable. Déjà, il nous faudra gérer l'eau potable demain, d'ici une dizaine d'années, avant déjà de passer à la notion d'eau économique. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport, il montre quelque chose, c'est que, en fait, moins de disponibilité en eau, notamment l'été, probablement que dans 10-15 ans, les pompages d'été ne seront plus possibles. Ça veut dire qu'il faudra arrêter, comme ça a été dit tout à l'heure par François, pas que les pompages en nappe phréatique, une évidence, les pompages en rivière aussi, il faudra arrêter tous les pompages. Question qui se pose dans ce cas-là,
compte tenu de l'activité agricole, mais quand je parle d'activité agricole, c'est au sens large. J'ai inscrit dedans le maraîchage, par exemple. Demain, comment fait-on pour faire pousser des plantes l'été dans certaines conditions de sécheresse? Et derrière ça, il y a l'alimentation locale. Quand je parle de maraîchage, je parle alimentation locale. Il ne faut pas uniquement penser aux grandes cultures. C'est vrai qu'irriguer les grandes cultures, aujourd'hui, c'est une aberration. Mais par contre, irriguer des cultures pour l'alimentation locale, ça a encore un sens. Et c'est là qu'il faut bâtir des projets qui soient en cohérence avec cette volonté-là. Merci beaucoup, Monsieur Moreau et Monsieur Bonnet. Je vais laisser la main sur qu'est-ce qu'une retenue d'eau pour vous au camp du contre. Donc, on va commencer. Qui veut commencer? Bon, on a commencé par la Rochénard tout à l'heure, donc on peut commencer par Julien. Qu'est-ce qu'une retenue d'eau? Alors, si c'était sur des questions de vocabulaire, déjà rien que la question de qu'est-ce qu'une retenue d'eau pose une réalité technique. Nous, ce qu'on entend par retenue, c'est de l'eau qu'on retient. C'est de l'eau qu'on laisse pas partir, on fait un barrage, c'est du gravitaire. Donc déjà, les projets de bassines, ce ne sont pas des retenues, c'est pas de l'eau qu'on retient, c'est de l'eau qu'on va pomper en profondeur dans les nappes phréatiques pour les faire passer à la surface. Et donc, pour nous, c'est déjà une des premières incohérences du projet, de ces sortes de stockage-là, c'est qu'elles viennent piller une réserve qui est déjà existante. Et en plus, comme l'a très bien dit Guy et François, cette nappe phréatique, elle a un enjeu fondamental, prioritaire, qui est l'eau potable. Et donc aujourd'hui, de se rendre compte que le remplissage des bassines se ferait avec cette eau-là, en plus, alors Guy a raison, le climat est fou, le climat est en train de se modifier. Et par exemple, actuellement, les bassines, on n'aurait pas pu les remplir cette année. Si on les avait remplies là au mois de mars, les nappes qui sont déjà 2 mètres en dessous du niveau correct, ça aurait été encore accru. Donc, de manière générale, il est important de savoir que Bassines Non Merci n'est ni opposé au principe de stockage de base, ni au principe d'irrigation. On partage avec Guy et François le fait qu'il faut certaines cultures qui ont besoin d'eau et la question de quelle agriculture mérite l'irrigation, une vraie question très pertinente. Et qu'en effet, les bassines qui sont imaginées aujourd'hui, un des éléments qui est critiquable, c'est qu'elle soutient un modèle agricole qui aujourd'hui n'est plus soutenable, qui a une bonne partie de l'eau qui serait accaparée et kidnappée comme ça, qui serait utilisée pour des cultures d'exportation et simplement pour alimenter le marché international, et certainement pas la petite cantine à côté de la cantine du village. Donc, déjà, premier constat, félicitations à vous deux et à EcoAvenir d'organiser un espace de débat. Parce que ce que vous faites là, aucun pouvoir public, aucun préfet, aucun maire ou élu ou journaliste n'a eu le courage de le faire. Et si le CIVAM l'avait fait, tu as tout à fait raison, François, je te vois réagir. Et certainement que si le CIVAM, si la voie de construction du projet de territoire avait été portée par le CIVAM, comme ça avait démarré à une réunion il y a 5 ans à Saint-Georges, on imaginerait aujourd'hui, en effet, François, que le Marais mouillé, c'est certainement un très bon lieu pour stocker de l'eau. C'est important de se rendre compte. Là, on rentre un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le Marais Poitevin, il y a 2 grandes parties. Le Marais Poitevin, c'est 100 000 hectares. Il y a 30 000 hectares qui sont inondables et 70 000 hectares qui sont protégés des inondations grâce aux 30 000 hectares de marais inondables, qu'on appelle les marais mouillés ou la Venise verte. Et quand j'entends François parler de stockage sur l'argile, ouais, complètement. On en était là. On s'était arrêté là, la discussion à Saint-Georges. On commençait à imaginer là où on en est, là, à se dire quel stockage, avec quelle eau et pour quelle agriculture. Et si un véritable projet de territoire mettant tout le monde autour de la table avait pu voir le jour, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas ce type de stockage-là, qui est clairement, il faut le dire, complètement inadapté au réchauffement climatique. Techniquement, c'est insupportable, c'est coûteux énergétiquement, ça vaut une fortune. Ce type de projet est arrangé dans la catégorie des grands projets démesurés et inutiles, dans le sens où ils sont à contre-pied total des constats qu'on doit faire aujourd'hui en termes de rareté, de coûts énergétiques, etc. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà trop long et j'ai peut-être perdu du monde. Sur les 30 000 hectares du Marais mouillé, si simplement demain, la DDE ou l'institution interdépartementale qui gère les barrages fermait les barrages,
Simplement, en remettant 10 cm d'eau, on recréerait 30 millions de stockages d'eau. C'est l'équivalent de toutes les bassines en programme autour du marais Poitevin. Donc, en fait, il y a une solution toute simple. C'est pour régler le problème du stockage de l'eau sur le territoire, c'est de redonner au marais mouillé sa fonction de stockage de l'eau. Et pour ça, il y a juste un truc à faire, c'est de fermer les barrages demain. Laisser du coup la parole à la commune de La Rochénard pour conclure sur cette question. Qu'est-ce qu'une retenue d'eau pour vous? Je vais laisser répondre notre collègue. On va vous présenter donc Stéphane Souchard, qui est arrivé un petit peu en retard, qui était dans son jardin, Bonjour Stéphane. en train d'arroser certainement. Bonjour. Et qui est une spécialiste un peu de l'environnement sur la commune de La Rochéard. Ok. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, je suis un nouvel élu avec la nouvelle équipe sur la commune de La Rochéard. Et nous, on a pris un engagement au sein aussi du respect de nos idées par rapport au changement climatique. Donc, quand on est élu, on pense tous en fait avoir une responsabilité pour les générations futures. Donc, la position de la commune de La Rochéard de soutenir les anti-bassines, c'était aussi pour aller de l'avant, penser à l'avenir et arrêter en fait de se renfermer dans un système qui pense qu'en fait tout est éternel et qu'on arrivera toujours à fuir en avant en mettant des vieilles méthodes. Et on pense qu'en fait que le stockage de l'eau naturelle est gratuit si on le laisse dans les nappes phréatiques, parce que ça ne coûte rien à la communauté. Et puis le jour où on a besoin d'eau pour, premièrement, alimenter les populations locales, il suffira juste de se servir. Elle sera fraîche, elle ne bougera pas, elle ne coûtera rien à l'argent public, parce que là, franchement, vos projets de bassines, ça coûte des millions d'euros. L'État a de moins en moins d'argent et je pense qu'il faudrait peut-être quand même un petit peu plus orienter l'argent public pour le bien commun et non pour en fait favoriser une minorité qui n'a pas spécialement besoin beaucoup d'argent par rapport au reste des agriculteurs. Le monde agricole, on en a sur la commune des agriculteurs qui vivent depuis des générations et des générations sans irriguer. Et en fait, leur réflexion est tout autre. Elle s'oriente plus sur quelle sera l'agriculture de demain et quelle plante en fait sera le mieux adaptée à notre région et non pas la fuite en avant de dire on va continuer à s'acharner à faire des cultures style maïs et continuer à s'acharner et en disant la fuite en avant, bon, il nous faut 100 000 mètres cubes, 200 000 mètres cubes, 300 000, 1 million et on voit de plus en plus, mais les rivières s'assécher. J'étais pêcheur étant gamin avec mon grand-père, j'ai appris à pêcher dans la courance. Et maintenant, les poissons, on ne peut plus en pêcher. Donc, pensez aussi à tous ces gens qui ont envie d'emmener leurs petits-enfants à la pêche en bordure de la rivière pour pêcher les vairons, les gardons, les goujons, qui n'existent plus parce qu'il y a une accaparation d'une minorité, je répète bien, une minorité de gens, d'exploitants, de gros exploitants, qui pompent en fait toute l'eau et qui assèchent les cours d'eau, détruisent la biodiversité. Les poissons sont inexistants. Il y a des gens qui payent des cartes de pêche pour aller à la pêche. Ils sont plus qu'à une petite poignée à être résignés à attendre les fameux lâchers de truites pour aller pêcher. Et tout le reste de l'année, leur ligne reste au fond dans les herbes. On peut passer la tondeuse dans les cours d'eau. Donc, je pense qu'en fait, que les gens qui sont pro-bassines sont un petit peu égoïstes et ne pensent pas aux générations futures. Parce qu'en fait, il faudra vraiment quand même avoir un regard un petit peu plus global. Et je pense que si on leur demandait un financement total de cette erreur de faire des bassines monstrueuses, je pense que leurs arguments seraient peut-être un peu moindres. Parce qu'en fait, c'est l'argent public qui finance tout ça, quoi. Et moi, je me pose quand même des petites questions quand même. À notre époque, l'argent public, nous, notre équipe municipale, on est tous les jours devant le fait accompli qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour faire des choses qui sont pour servir la population et non juste une minorité. Et là, on voit encore cet exemple par rapport à ces projets bassines, que tout l'argent est mobilisé pour une minorité et en plus à
contre-productif par rapport à l'humanité totale, quoi. C'est vraiment c'est aberrant d'en être encore là et de ne pas réfléchir au futur, vraiment, comme je vous dis, au niveau de l'agriculture, choisir d'autres plantes, d'autres agricultures, d'autres façons de cultiver. Et si il fallait faire des retenues d'eau, je dis bien des retenues d'eau parce que tout le monde, vous passez sur le côté les retenues, mais comme dit le responsable, du moins le représentant de Bassines Non Merci, Julien, la retenue, c'est de l'eau de surface de pluie, comme souvent vous nous avez dit, de l'eau de surface qui ruisselle, et on la retient en surface, sans pompage, sans énergie pour la ressortir de la terre. Tandis que là, moi, certaines personnes des gens pro-bassines nous disent toujours, on récupère l'eau l'hiver pour arroser. Donc, vous trompez la population, parce que la population nous dit tout le temps, mais ils prennent l'eau l'hiver, ça coule de source, on pourrait dire. C'est normal, on prend l'eau quand il y en a, et puis après, on arrosera l'été. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez pomper de l'eau propre à la consommation en sous-sol, qui assèche les sources pour les rivières. Et après, voilà, bon, je vais arrêter un petit peu, parce que je pense que j'ai dépassé mon temps de parole, et je vais vous relancer pour le débat. Merci. Pas de souci, merci beaucoup. Donc, je vais introduire, donc là, on va passer sur deux autres questions qui seront spécifiques au camp du pour et une autre spécifique au camp du contre. Je vais la poser et je laisserai Marion vous distribuer la parole et poser la dernière question de cette deuxième partie. Donc, pour le camp du pour, monsieur Bonnet, monsieur Moreau, pourquoi tout simplement ne pas faire un référendum sur ce projet de bassine qui utilise de l'eau, qui est quelque chose de vital pour nous tous? Je vais répondre. Je vais bien répondre, François. Monsieur. La question est fort intéressante. Pour une raison simple, c'est que c'est notre demande. Vous serez certainement étonné de ma réponse, mais je vous envoie sur une tribune que l'on a dans le cadre d'élections, pour faire clair, dans le cadre d'élections départementales, sur un collectif qui s'appelle Deuxième Transition. Vous allez sur le site et vous regardez, il y a une contribution sur la politique de l'eau qui est généraliste, ça ne concerne pas que les bassins, il y a aussi d'autres, il y a aussi des considérations qui concernent la gestion de l'eau d'une façon plus générale que le principe même de la retenue. Et vous verrez dedans, c'est très intéressant, qu'on demande une consultation locale sur le projet. Donc à ce stade, je vous dis que oui, effectivement, il faut une consultation locale sur le projet. Et je rajouterai que dans le cadre de la loi et des référendums, c'est quelque chose qui est très bien cadré sur le plan juridique et institutionnel, le consultation citoyenne ou référendum, peu importe comment on l'appelle, c'est le même but, elle se fera à l'échelle de l'enquête publique. Elle peut se faire à l'échelle de l'enquête publique. Il faut que le préfet, c'est au préfet lui-même d'en faire la demande, de proposer cette consultation. On peut le soutenir, nous les élus, en disant oui, monsieur le préfet, c'est une idée intéressante, il faut consulter les citoyens. Je pense que la consultation citoyenne sur ce dossier-là, en tout cas des réserves d'institution, dans le moment présent, compte tenu de la situation que ça a engendré sur le terrain, parce que on peut être d'accord sur un point, c'est que là, vous nous classez un peu contre et pour, mais bon, les choses ne sont pas toujours aussi coupées que cela. Je veux dire, on peut être pour, mais avec certaines limites dans le pour, et on peut être contre en se disant que peut-être qu'on est contre, mais on peut aussi avoir un contre moins catégorique, si je puis dire, selon ce qu'il y a à l'intérieur du projet. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour en avoir la réponse, il faut consulter les citoyens. Je pense que la démocratie, la vraie démocratie, c'est celle-là. Merci. Est-ce que, François, vous voulez enchaîner? En ce qui concerne les pouvoirs publics qui donnent des subventions, moi je voudrais bien aussi qu'on fasse un référendum pour toutes les subventions qu'on donne pour les armes, Dassault et compagnie. Et je pense que c'est des autres sommes bien plus importantes et qui ont des conséquences humaines bien plus importantes que le sujet qui nous emploie là.
de ne pas faire les réserves d'eau, ça ne va pas éviter les pompages à l'avenir. Et moi, ce qui m'inquiète un peu dans l'agriculture en général, c'est que je me dis qu'il y a quelques années là qu'on frôle les catastrophes, parce que on est début avril, enfin 15 avril bientôt. Ça fait un mois et demi qu'il ne pleut pas du tout. S'il ne pleut pas une goutte d'ici le mois de juin, et les barrages sont grands ouverts. Comment? Et les barrages sont grands ouverts. Non, aujourd'hui, les barrages, non, c'est faux. Hein, à Arceil, dans la... Je vais arrêter ici. Julien, merci d'avoir participé, mais on va laisser François. Excuse-moi, pardon. Désolé. Merci. Bon, le fil de l'histoire. Oui, je disais, excusez-moi, parce que aujourd'hui, il y a à la Sèvre, ils passent des volumes d'eau. Du jour au lendemain, on veut monter les barrages. L'eau remonte presque instantanément. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les barrages, ils limitent l'évacuation de l'eau, mais de toute façon, elle évacue. C'est gravitaire. On ne peut pas empêcher l'eau de partir. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, tous nos cours d'eau, c'est les nappes de surface. Alors, c'est là qu'on a certainement beaucoup d'explications, de connaissances pour pouvoir émettre des avis tranchés. Le sous-sol, il est pas très bien connu. Et en plus, on ne sait pas toujours comment il fonctionne. Et la réalité, c'est que effectivement, jamais on aurait dû faire des forages à 200 mètres pour l'irrigation. Les directives européennes disaient qu'il fallait employer que les nappes de surface pour l'irrigation et réserver les nappes profondes pour l'alimentation humaine, ce qui est une réalité parce que nous, les nappes de surface, alors, dans notre petit secteur, dans le calcaire, ce qui n'est pas le cas dans le nord du département, hein, qui est dans le granit. Désolé de vous couper, mais la question n'était pas sur le fonctionnement même de la bassine. On posait vraiment la question sur le référendum, et là j'ai un peu l'impression que vous vous éloignez du. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous recentrer Oui, effectivement, je m'éloigne, sauf que ce qu'il faudrait, c'est que les gens aient une bonne connaissance du sujet pour pouvoir débattre, quoi. Donc ça, je pense que c'est le sujet le plus important et que les gens donnent des affirmations. Par contre, moi, qu'il y ait un débat public et qu'il y ait un référendum, à condition que les gens soient suffisamment informés, pas désinformés, quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Une autre question qui sera plus pour le camp du contre, entre guillemets, c'est en quoi est-ce que ce projet de retenue d'eau, de bassine, en fonction de vos termes, va-t-il, à votre avis, détruire les marais? De manière générale, comment les bassines vont impacter les rivières et les zones humides. Et le marais Poitevin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, un des problèmes des bassines, c'est qu'elles se remplissent avec les nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques, elles ont bien 3 fonctions potentielles. Elles doivent pouvoir fournir de l'eau potable. Et pour compléter ce que disait François, il n'y a pas si longtemps, tous les forages qui alimentaient les puits individuels et les châteaux d'eau dans chaque commune, c'était pris à partir de la nappe de surface. Et si tous ces forages de nappe de surface ont été petit à petit, aujourd'hui on détruit les châteaux d'eau, c'est parce que la nappe de surface est tellement polluée de pesticides qu'elle est impropre à la consommation. Voilà. Là, je disais, la nappe a une autre fonction. C'est sa deuxième priorité, hein, ça c'est la loi cadre sur l'eau qui le dit. La deuxième priorité de l'usage des nappes phréatiques et de l'eau, c'est de préserver et de réalimenter les rivières et les zones humides. Et en dernier lieu, la fonction des nappes et de l'eau, c'est la fonction économique, dans laquelle la fonction agricole est une des fonctions. Et clairement, ce qu'on dénonce avec les bassines, c'est que c'est une inversion de la loi cadre sur l'eau et des principes fondateurs. Et l'eau économique et l'eau agricole en particulier, et l'eau d'une certaine agriculture, passe devant toutes les autres priorités. Donc, quand on pompe prématurément la nappe au printemps, mais également en hiver, on peut avoir des impacts. Et il y a des impacts qui ont déjà été vus, notamment sur la commune de Lusseret, au sud de Melle, où lors d'un remplissage d'une des premières bassines qui a été fait sur le territoire, on a eu un assec hivernal. Voilà, c'est sourcé.
Voilà, on est capable des rivières qui devraient couler, en plus il pleut, etc., étaient à sec dès lors qu'on a commencé à remplir la bassine. Faut se rendre compte un petit peu de l'énormité de ces bassines. 1 million de mètres cubes, c'est énorme. En piscine olympique, c'est 500 piscines olympiques. Pour remplir 500 piscines olympiques, il faut des pompes, elles aussi énormes. Des pompes qui vont être capables de tirer 500 mètres cubes par heure de ces mêmes nappes phréatiques. Et donc, pour remplir une bassine qui ferait 850 mètres cubes comme à Muret, il faut qu'il y ait 6 pompes de 120 mètres cubes, 5 pompes de 120 mètres cubes qui pompent à mort pendant 70 jours non-stop. Eh bien, penser que ce prélèvement abusif, il n'aura pas d'impact sur la rivière qui est en contrebas, c'est se leurrer. D'autant que quand on regarde comment techniquement sont faits les projets de bassines, ce n'est pas des trous autour de la bassine qui font et qui remplissent. Il y a des tuyaux, il y a plusieurs dizaines de kilomètres de tuyaux en tout qui vont chercher l'eau au ras des marais. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher l'eau dans la nappe, dans le marais quand il est inondé? C'est qu'en fait, cette eau de surface, on n'en veut pas pour faire du stockage. On veut de l'eau fraîche et de bonne qualité. Comment? S'il vous plaît, la question, Julien, tu ne réponds pas à la question pour la consultation citoyenne, oui ou non? Ben parce que c'est la question qui m'est posée, c'est de savoir l'impact sur les marais. Exactement. En fait, cette question-là ne te concernait pas alors, c'est ça? Ben non, mais je suis très favorable, Guy, au référendum, évidemment. C'est une très bonne surprise de savoir qu'aujourd'hui, vous portez cette désignation-là. Là, il y a encore quelques semaines, vous portiez le protocole à bras-le-corps. C'est très bien, c'est très louable. On va se recentrer sur la question, on aura le temps d'y revenir sur cette question du référendum. Si tu as quelque chose d'autre à ajouter sur je ne sais plus exactement où tu en étais, sur l'impact sur le marais et sur l'impact sur la biodiversité. Mais voilà, c'est mais je pense que j'avais, en pillant la nappe et en l'épuisant, y compris en hiver, on menace notamment tous les chevelus et toutes les petites rivières, comme mentionnait tout à l'heure le camarade de La Roche-Hénard. La Courance, par exemple, est une des rivières qui sera directement impactée lors des remplissages hivernaux. Merci beaucoup, Julien. Si La Roche-Hénard voulait peut-être rajouter quelques mots sur en quoi cela va-t-il détruire le marais, et plus généralement, vous pouvez élargir, puisque je sais que dans la commune voisine d'Epanne, une réserve est en projet. Donc, si vous voulez élargir sur le fait en quoi cela va-t-il détruire notre écosystème, on peut élargir sur ce plan-là. Allez-y. Je pense que la question qu'on s'est posée quand on a pris cette motion au niveau du conseil municipal, c'est qu'on se rend compte que tous les ans, effectivement, on est frappé de restrictions d'eau, je dirais, pour l'usage individuel de l'arrosage ou de l'entretien de son jardin ou des choses comme ça, alors qu'effectivement, quand on voit à côté tous les irrigants qui arrosent à profusion, c'est un petit peu nous ce qui est aussi à motiver le choix de signer cette motion, c'est de se dire qu'effectivement, l'eau étant un bien commun, on ne voit pas trop pourquoi l'État doit financer une eau qui va être, alors certes pompée d'une part, mais en plus qui va être destinée à un usage d'une minorité d'exploitants agricoles qui, effectivement, de notre point de vue, pourraient plutôt envisager des modifications des choix de culture. Savoir qu'en plus, nous, La Roche-Hénard, si le projet passe, on serait forcément impacté, alors que nous n'avons pas chez nous, parce qu'il y en a sur Ussat, il y en aurait plusieurs sur Mosée, il y en aurait à Epanne. Il y en a 6 autour de chez nous et personne ne nous a consulté, personne ne nous a demandé, mais effectivement, on sera forcément impacté. Alors, bien sûr, on fait partie du marais asséché, mais malgré tout, indépendamment de ce fait-là, on est impacté dans la mesure où les nappes phréatiques n'ont pas de limite communale. Sachant aussi que historiquement, notre commune, tout le monde le connaît, les maires des communes alentours connaissent bien notre village, nous avions un château d'eau. Et avant, on était branché sur l'eau communale de nappes de surface. Et dans les années 80, suite au début des gros arroseurs qui ont été installés partout autour, les nappes de surface sont asséchées
et notre débit du château d'eau communal n'était plus assez rentable en fait pour alimenter notre propre village. Donc, il a fallu arrêter. Il a été transformé en observatoire du Marais Poitevin. Donc, maintenant, on observe d'en haut, sans eau dans notre château d'eau, et on voit un petit peu la catastrophe qui s'annonce autour. On était déjà desséché, et là, on est de plus en plus desséché. On a été raccordé au réseau d'eau de Niort pour alimenter la population. Donc, voilà nos inquiétudes. Et c'est pour ça qu'on a posé cette motion de censure. Car si vous voulez en fait continuer à faire vivre la planète, parce que les paysans font vivre, les exploitants détruisent. Donc nous, on serait plus pour de l'agriculture paysanne, de l'installation de plus de familles de paysans sur nos terres et plus de maraîchage locaux et qui respecteraient en fait l'environnement et qui pourraient alimenter nos cantines et nos familles. Voilà un petit peu la réflexion du conseil municipal. Merci. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la troisième et dernière partie de notre émission Écoute l'avenir. On a eu des questions de la part de tous nos adhérents. On a fait une consultation sur nos réseaux sociaux pour justement leur demander s'ils avaient des questions à vous poser. On en a quelques-unes et celles-ci pourront être une ouverture pour un possible débat. Cependant, on garde bien sûr les règles de bienséance, on évite de couper la parole, mais on peut réagir à ce que l'autre a dit, il n'y a pas de souci. Marion, je vais te laisser introduire sur la première question du débat. Donc, une des questions qu'on nous a données est est-ce que ces retenues d'eau ou ces bassines sont des améliorations pour la vie d'agriculteurs ou est-ce que c'est nocif? Et on vous laisse interagir entre vous et on sera susceptible de vous poser d'autres questions ou de vous interrompre en fonction de votre prise de parole. Qui aimerait commencer? Je vais répondre à la question si vous voulez. Allez-y. Allez-y, hein. Alors moi, je ne suis pas agriculteur, mais je pense que effectivement, les bassines sont certainement bonnes pour les agriculteurs. Le problème, c'est que pour combien et en quelle quantité? Parce que je pense que le souci principal, justement, c'est la répartition. Si ces pompages étaient répartis égalitairement entre la population, les agriculteurs, les petits comme les grands, je pense qu'il y aurait moins de problèmes à ce sujet-là. En dehors de l'aspect, je dirais, environnemental du projet, il y a l'aspect humain qui paraît aussi un petit peu déséquilibré. Et c'est ce qui motive des gens comme nous, je dirais, qui ne sommes pas forcément issus du milieu paysan, mais qui, malgré tout, vivons à la campagne et voyons les évolutions des cultures autour de nous, qui font qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des gros exploitants qui vont bénéficier, qui sont déjà gros et qui vont bénéficier de l'usage de ces bassines. Et quand on parlait tout à l'heure des maraîchers, tout ça, je ne suis pas persuadé que dans le projet de bassine, les petits maraîchers, les petits producteurs locaux aient accès à l'eau de ces bassines quand ils en auront besoin. Oui, évidemment, pour les agriculteurs, l'irrigation, avoir de l'eau, c'est une richesse. Hein. Quand on a des jardins, quand on a de la culture. Si on veut de l'herbe, l'hiver, on a l'eau, mais on n'a pas la chaleur. Et l'été, on a la chaleur et on n'a pas l'eau. Donc, de toute façon, pour nourrir des animaux, être en polyculture élevage, l'eau, c'est vital. Alors, bien sûr, on peut toujours dire, affirmer qu'on peut faire d'autres cultures, etc. Mais ça serait si on pouvait faire d'autres cultures et changer notre assolement du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a des cultures très diversifiées, mais n'empêche que pour faire de l'herbe, on n'a pas d'autre solution que d'avoir de l'eau. Donc, c'est soit avoir des surfaces énormes et puis pas forcément être autonome en fourrage. Hein. Et aujourd'hui, comme Julien disait, monter l'eau dans le marais, mais si tu montes l'eau dans le marais, on va encore diminuer les fourrages aussi dans le marais, parce que
Quand l'eau est sur le marais, il n'y a pas de fourrage non plus. Donc, on a des réalités. Pour le coup, on a les pieds sur terre aussi. Donc, c'est compliqué. À chaque fois qu'on joue sur quelque chose, on bouge la production. Et souvent, on n'y peut rien parce que la température et la météo qui fait que la production est ou n'est pas, quoi. Donc, la production de fourrage, elle est proportionnelle aux quantités d'eau qui sont sur la pluviométrie. Donc, soit à un moment donné, on peut agir, soit on ne peut pas agir. Et dans ce cas-là, on aura des étés où il n'y aura plus de production, plus de producteurs. Mais ça, je pense que c'est la caractéristique de la France aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de production à tous les niveaux, quoi, que ce soit agricole ou industriel. Donc, on se rend bien compte de ce qui nous arrive, des importations de Chine en continu. Hein, et même aujourd'hui, techniquement, on pourrait avoir des choses qui seraient intéressantes, et puis on n'arrive pas à les produire. Donc là, pour moi, on a un souci de production en général en France, et en particulier en agriculture, et puis dans notre région, à terme, si on n'a pas de solution, alors peut-être que la pluviométrie va nous satisfaire, et puis que ça pourrait s'équilibrer, mais c'est quand même le bonheur, la chance, quoi. On va essayer de répartir le temps de parole. On a prévu pour cette session d'échange de se limiter à 2-3 minutes maximum. Vous êtes déjà à 2 minutes 44, donc on va essayer. D'accord, mais j'en avais pas pris beaucoup au départ. Hein. Ça va, c'est pour ça qu'on vous a accordé un peu de rab. Monsieur Moreau, Julien, si vous voulez parler sur cette question. Julien, il a quelque chose à dire quand même. Mais comme tu veux, Guy, dans un sens ou dans l'autre. Bon, vas-y, Julien, je te laisse la parole. Oui. Si la question initiale, c'est est-ce que c'est bon pour les agriculteurs, vous posez la question de quels agriculteurs? Ceux qui, à travers le tour de passe-passe, la construction des bassines, se verraient un volume attribué chaque année de manière rituelle et finalement à privatiser des volumes d'eau énormes, c'est évident que pour eux, c'est bingo. Et je comprends complètement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un vrai intérêt à ce que les bassines se fassent. Pour réagir à ce que disait La Roche-Hénard, regardons un petit peu la justice et ce qu'on fait des volumes d'eau. La plus grosse attribution de volume d'eau, c'est pour un exploitant qui est sur la bassine de Prières, c'est 250 000 mètres cubes. Alors, dès qu'il y a plein de zéros, on ne se représente pas bien, quoi. 250 000 mètres cubes, c'est énorme. Encore en piscine olympique, c'est 100 piscines olympiques pour une seule exploitation. Je ne connais pas le nombre d'emplois sur cette ferme. Ce serait une donnée intéressante. Hein, quand François dit 7 emplois, c'est des données intéressantes. J'ai envie de montrer en regard le projet de la porte-parole de la Confédération paysanne, Amandine Paco, et de sa ferme de Lana-Rosé, qui, avec 2500 mètres cubes et en exploitant 2 hectares de maraîchage, crée 4 emplois. Elle a un stockage, elle stocke l'eau de ses serres, et ça, c'est du stockage très supportable et c'est presque du stockage souhaitable. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a une caricature de débat et je vous félicite justement de faire débat et de rendre ces échanges possibles parce que ça montre bien que de chaque côté, on a bien conscience que de toute façon, il va falloir trouver une solution et que la solution aujourd'hui qui est sur la table, elle n'est pas tolérable, elle n'est pas le fruit d'une négociation, elle n'est pas le fruit d'un espace d'intelligence collective. Et c'est à l'époque, quand le mouvement contre les bassines était né, il y avait une volonté commune de construire un projet de territoire, c'est-à-dire dire on est tous autour de la table, exploitants comme habitants, tous les usagers de l'eau, et on imagine ensemble ce qu'on veut faire de l'eau. Et si au sein de ce modèle-là global, qui a vocation à remplir tous les besoins, il apparaît qu'il faut faire du stockage pour maintenir les maraîchers sur les communes, ça devient des projets très acceptables. Si à l'inverse, les projets sont conçus pour pérenniser un système où déjà c'est inégalitaire, où déjà c'est des très grosses fermes qui ont tous les moyens, qui confisquent beaucoup de choses, en plus confisquent l'eau de la nappe phréatique et l'argent public, ça devient intolérable. Et pour finir sur l'argent public, reporter, j'entends la préoccupation de La Roche-Hénard, une bassine par commune, ça représente un investissement de 3 millions d'euros. Il n'y a aucune commune qui se doit confier 3 millions d'euros pour faire sa salle des fêtes, sa salle de sport, etc. etc. Ça n'existe pas. Et reporté par habitant, le bassin de la Sèvre niortaise, c'est 300 euros par contribuable. Et selon les versions et les calculs,
les enfants sont comptés dedans ou pas. À l'échelle de mon foyer, c'est entre 1000 et 1500 euros qui financeraient les bassines, et ça, c'est pas acceptable. Bon, on va poursuivre. Merci. Tu as fait exactement le même temps que Monsieur Bonnet, donc ça va, on est bien sur Parfait. la répartition. Monsieur Moreau, si vous voulez conclure sur cette question, Oui. bénéfique ou pas? Je vous promets que je vais faire plus court. Non, en fait, je crois qu'il faut dire les choses de façon très factuelle et très réaliste. Dans le projet tel qu'il est présenté là, aujourd'hui, sur ces retenues, ces 16 retenues de la Savenir thèse, il est prévu en effet de diminuer les volumes à certains irrigants lorsqu'ils vont arriver à la retraite. Alors, je vous dis factuellement ce qu'il y a dedans, hein, lorsqu'ils vont arriver à la retraite. Il y a une baisse de volume qui est prévue. Si, tu peux hocher la tête, je peux vous le dire, c'est écrit dedans. Après, on peut discuter qu'il y a autour de 30% des volumes, qu'il y a 30% des volumes au moins quand on arrive à la retraite, mais quel volume serait mis en stock, si je puis dire, pour être attribué à des jeunes qui veulent s'installer, et notamment des maraîchers. C'est prévu dans le protocole, je le dis quand même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le protocole, on peut installer des jeunes en maraîchage en répartissant mieux l'eau au sein des volumes qui sont attribués aujourd'hui. Ça, c'est une nécessité. Et je le dis de façon très concrète. Et nous, on le demande, en tout cas, nous, la région, c'est la demande qu'on a toujours faite. Il faut mieux répartir l'eau qui est prévue dans ce projet. Elle n'est pas assez répartie entre irrigants. Ça, je suis d'accord avec Julien. On a un effort à faire de ce côté-là, immense, qu'il nous faut absolument voir écrit. Écrit, je dis bien dit écrit. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'on est sur un territoire qui a un enjeu de quantité et un enjeu de qualité d'eau. Et que donc, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Avec des eaux de captage très importantes, vous avez le syndicat des eaux des viviers, vous avez une partie du CERTAD, etc. Pour ceux qui connaissent un peu les zones en jeu eau potable sur ce territoire-là, ça veut dire qu'il y a des territoires, il faut absolument modifier les pratiques agricoles. C'est clair. Donc, ça veut dire que dans les zones en jeu eau potable, c'est 0 pesticides. C'est une demande de la région. On l'a demandé. Ça veut dire que sur les autres territoires, c'est diminuer au minimum de 50%. Enfin, c'est ce qui était prévu en tout cas dans le protocole. 50, enfin, qui n'est pas tout à fait encore calé, j'admets volontiers, Julien. 50% de réduction des pesticides sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs s'engagent sur des pratiques différentes. Bon, tu me laisses finir. Et le troisième point, et ça c'est un avis absolument très personnel aussi sur le sujet, c'est que je pense que utiliser de l'eau en stockage d'eau pour des cultures à vocation exportatrice, ce n'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt économique pour l'agriculteur, déjà. Oui, déjà, merci. Donc ça veut dire qu'il faut revenir à des cultures qui ont une vocation alimentation locale. Merci Monsieur Moreau. Est-ce qu'il y aurait des réactions? J'ai vu quelques têtes hochées, quelques mains se lever. À la commune de La Rochénard, je vois qu'il y aurait peut-être une réaction. Allez-y. Oui, alors le problème, effectivement, c'est ce qui est inscrit dans le projet, des prises de position pour le futur qui seraient vertueuses. Le problème, c'est que effectivement, que ce soit inscrit, c'est une chose, mais qu'est-ce qui est prévu derrière comme sanction si ce n'est pas respecté? Parce qu'on a vu ça à différents niveaux. On ne va pas refaire des comparaisons qui ne sont pas judicieuses, mais je trouve que c'est toujours facile d'inscrire dans un projet pour qu'il passe crème des choses qui sont politiquement correctes. Mais quand on voit que derrière, si ce n'est pas respecté, il n'y a aucune sanction qui peut être prise à l'encontre des personnes qui ne respectent pas justement ces engagements, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et là, pour le coup, c'est un petit peu ce dont on se méfie aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? S'il vous plaît. Oui. Oui, j'avais une petite remarque à faire à Monsieur Moreau. Je suis totalement d'accord avec lui qu'il faudrait augmenter en fait les projets par rapport à l'installation de maraîchage. Mais par contre, là où mon avis diverge avec Monsieur Moreau, c'est qu'il ne faudrait pas englober en fait le petit maraîchage
locale qui apporte des bons produits aux habitants locaux, avec en fait des productions intensives de maïs traité la plupart du temps, qui font des ravages pour la biodiversité et l'environnement et la santé publique. Donc, et vous parlez de retenue d'eau, mais je vais revenir encore comme l'association Bassines Non Merci. Vous pompez, tandis qu'en fait, le maraîchage est plus dans une logique, comme ils ont besoin de moins gros volume que vous, eux, ça sera plus de la récupération d'eau, donc de surface, d'eau de pluie, de ruissellement de surface, de fossé, qui pourrait être amené dans une bassine raisonnable, qui ferait 4-5 000 mètres cubes, et eux, par contre, ils seraient autonomes toute l'année en gérant ça. Tandis que si vous voulez les emmener, en fait, dans votre projet immense, de méga bassines avec des gros systèmes de pompage d'eau de nappe, c'est totalement à l'opposé de la démarche et de l'état d'esprit. Nous, dans notre commune, quand on est arrivé, Annick et toute la commune, du moins tout le conseil municipal, a réfléchi à revenir un petit peu au b.a.-ba du local, de la commune, des gens, la population, en changeant en fait l'alimentation de l'école. Ça nous revient plus cher, mais on en est conscient, mais on fait un effort pour les générations à venir. On travaille avec des gens qui travaillent en local, avec des légumes bio ou local. Donc en fait, c'est totalement à l'opposé, quoi. En fait, voilà. Excusez-moi de un petit peu. Merci beaucoup. Alors ça bug un peu si vous ne souhaitez pas prendre la parole, n'hésitez pas à couper vos micros. Je peux répondre parce que j'ai été interrogé. Donc, je peux répondre vite fait. Bien sûr. Non, je ne crois pas, monsieur qui est La Rochénard, je ne crois pas avoir dit ça en fait. Donc, j'ai dit justement qu'il fallait favoriser les cultures pour l'alimentation locale, et de deux, j'ai dit qu'il ne fallait pas irriguer pour des cultures exportatrices. Donc, je pense avoir été clair ou alors j'ai été mal compris, une excuse. Je pense avoir été clair. Bon, ok. Merci. Merci beaucoup. Marion, je vais te laisser enchaîner sur l'avant-dernière question déjà de cette émission. Tu peux la piocher parmi la liste proposée par nos adhérents. N'hésite pas à en piocher une et puis vas-y, je t'en prie. Donc, au niveau de la prochaine question, c'est est-ce que vous pensez que ce projet est en adéquation avec l'objectif écologique actuel? Je vais réagir tout de suite à la question, puis je laisserai mes collègues répondre. La question, c'est à la fois oui et non. Je vais expliquer pourquoi. Oui, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, le réchauffement climatique étant là, on est face à un phénomène qui est très important, c'est celui de la réduction, de la baisse de consommation de l'eau d'une façon dans sa globalité, au minimum de 30% dans les 10-15 ans qui viennent, et d'une très mauvaise répartition de l'eau sur l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des périodes de sécheresse et des périodes de forte eau qu'on a eu quand même en février. Tout à l'heure, je disais qu'on a quand même eu en janvier-février. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à gérer en définitive? C'est vrai pour les agriculteurs, mais pas que. Il va falloir aussi qu'on se pose la question demain, quand nos enfants vont dans un collège qui fait 35 degrés, comment peuvent-ils encore faire cours demain dans des collèges qui ne sont pas isolés? Est-ce qu'il ne faudra pas aussi modifier nos comportements sur ce que sera un village demain, une ville demain? En fait, la question climatique, elle englobe toutes les questions. Elle n'englobe pas que la question agricole. Elle englobe toutes les questions de politique publique en général. C'est ce qu'on doit faire dans une commune, dans un village, dans une ville, dans un département ou dans une région. C'est pour ça que je voudrais, moi, vraiment que ce sujet-là, on ne le mette pas de côté, c'est un projet qui s'inscrit dans une question globale telle qu'elle vient d'être posée. Oui. La réponse à cette question, elle est oui, certaines fois. C'est-à-dire que certaines fois, oui, il faudra stocker l'eau. Mais moi, je dis que ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Monsieur Moreau, par rapport à la question, si vous voulez vraiment nous répondre, parce qu'on attend vraiment une réponse par un oui ou par un non, donc vous trouvez, oui ou non, ces projets de bassines en adéquation avec les objectifs écologiques, ne serait-ce que ceux fixés par le gouvernement ou d'autres actuels? Est-ce que vous trouvez ce projet en adéquation?
Ça dépend comme vous. Non, je ne peux pas répondre par cette question par oui ou par non. Je viens D'accord. d'expliquer. C'est non par rapport à ce que propose le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de volonté sur le climat, c'est clair, hein. On l'a vu avec la Convention citoyenne. Il n'a repris aucune disposition de la Convention citoyenne. On ne peut pas dire que le gouvernement… Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète sur le projet en cours, c'est que plus l'État s'en occupera, je pense que moins on aura de chance peut-être d'aboutir. Ça, c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose. Et là, je dis à Julien, c'est peut-être là qu'est le problème, en fait. Le problème, il n'est pas avec nous. Il est peut-être plus au problème aujourd'hui avec le gouvernement actuel. D'accord, Et là, je serais méfiant sur ce qu'a dit tout à l'heure la personne de La Roche-Sénart, monsieur le maire, je crois. Je serais très méfiant sur les objectifs et les résultats à obtenir. Alors, merci, monsieur Moreau. Une petite précision. Le maire de La Roche-Sénart est une dame, c'est madame Bamberger. Ah, mais excusez-moi, je ne savais pas, j'avais un doute. Mais c'était juste pour une petite rectification. Merci beaucoup, monsieur Moreau. Est-ce qu'il y aurait certaines personnes qui souhaiteraient réagir sur ce qu'a dit monsieur Moreau? Là où on rejoindra peut-être monsieur Moreau, c'est qu'effectivement, le projet national et l'ambition est peut-être pas suffisamment clair pour qu'on sache si ce projet est en adéquation ou pas avec le projet gouvernemental. Par contre, effectivement, la question qui reste posée, c'est que en dehors des enjeux climatiques et écologiques, on peut simplement se poser la question de, dans l'absolu, si ces bassines avaient vraiment une utilité pour ces entreprises, qui sont quand même des exploitants agricoles, on peut le rappeler, c'est quand même des entreprises. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises locales qui bénéficient d'autant d'aides. Quand on me parle, quand j'entends dire 300 € par personne, ça fait pour une commune comme La Roche-Sénart environ 180 000 € qui seraient disponibles. Nous, par exemple, on parlait de salle des fêtes tout à l'heure, on a un projet de salle des fêtes. Si on avait 180 000 € pour construire notre salle des fêtes, on serait bien content. Et je pense qu'une grande majorité de nos habitants seraient bien contents aussi. Et effectivement, sur la question de savoir est-ce qu'on est en cohérence, etc., avec l'écologie, probablement pas. Mais je rejoins M. Moreau sur le fait qu'on n'a pas tous les éléments, puisqu'il y aura peut-être besoin de faire des réserves, mais pas forcément sur ce format-là. Et donc, c'est un projet, comme disent mes collègues, qui doit être beaucoup plus poussé, étudié, et qui, à mon avis, aurait dû évoluer entre le moment de la théorie et l'évolution du climat et l'évolution des techniques. Il y aurait des choses à faire beaucoup plus adaptées aujourd'hui. Merci beaucoup. La commune de La Roche-Sénart. Monsieur Bonnet, on ne vous a pas beaucoup entendu réagir pendant ce débat. Si vous voulez réagir justement sur cette question, est-ce que ces retenues d'eau, ces bassines, sont en adéquation avec les objectifs écologiques actuels? Pour moi, pour réformer, pour modifier ou diminuer les injustices ou les inégalités, ce n'est pas les bassines qui vont changer quoi que ce soit, hein. C'est au niveau de la PAC. Après, pour moi, la priorité, c'est quand même la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas forcément les quantités d'eau, c'est la qualité de l'eau qui est bien plus inquiétante que pour la biodiversité, pour les gens en général, pour l'alimentation humaine aussi. Et pour moi, moi, je serais même plus favorable à ce qu'on stocke encore plus, parce que quand on a des terrains qui sont complètement asséchés l'été, je pense que la biodiversité en souffre pas mal aussi, quoi. Parce que quand on n'a pas d'eau, et ça va nous arriver, hein, sans doute, enfin on n'en sait rien, parce qu'on donne tous des affirmations qui sont plus ou moins idéologiques, ou que peut-être que, puis on est quand même en général dans le catastrophisme, mais c'est possible qu'on soit 4-5 mois sans eau, quoi. Et du coup, là, je pense que la biodiversité dans la plaine ou dans on aura quand même des soucis, parce qu'on va avoir des haies qui vont souffrir beaucoup, des choses qui vont souffrir énormément. Donc, je pense, moi, que de stocker l'eau permet de mettre l'eau à un autre moment. Merci beaucoup, monsieur Bonnet. Y a-t-il des réactions à la prise de parole de monsieur Bonnet? J'ai vu Julien, on va
on va vous laisser la parole et puis après, il y aura une dernière réaction de la commune de La Roche-Sénart. On finira sur une dernière question et on pourra clôturer cette émission. Vas-y, Julien. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est en adéquation avec les enjeux? Clairement non, hein. Au contraire, plutôt un facteur d'aggravation des phénomènes et d'accélération des mécaniques qui aujourd'hui vont clairement vers le fait qu'on est en train de désertifier nos paysages, des paysages qui étaient constitués de haies, de boisements il n'y a pas si longtemps que ça, et qui aujourd'hui, il suffit de faire le tour, hein, entre La Roche-Sénart et Saint-Hilaire, les horizons sont loin et il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien qui tient, tout part au vent. Et ces bassines, elles sont dans la continuation de cette chose-là. Ces bassines, elles ne permettront pas de tenir les engagements internationaux, notamment européens, sur le respect de la directive cadre sur l'eau, qui imposait normalement qu'en 2015, les rivières de France aient réatteint le bon état écologique. Et qu'est-ce qu'on constate depuis 2015? C'est que l'échéance s'est repoussée tous les 6 ans et que d'année en année, l'état écologique des rivières s'aggrave. Et clairement, si les 60 millions d'euros qui aujourd'hui sont prévus sur les bassines étaient réorientés sur la réforme des pratiques agricoles, réorientés vers les agriculteurs qui veulent vraiment franchir le pas de la bio, des cultures à vocation de projets alimentaires locaux, etc., ben là, on aurait un puissant levier pour changer la donne. C'est bien cette problématique de bassines. Il s'agit d'accaparement d'une ressource et bien commun et d'énormément d'argent. Très clairement, je suis en désaccord avec François dans l'optique de dire que nous, vraiment, on ressent que les bassines vont être un facteur d'aggravation des injustices entre agriculteurs eux-mêmes. Et notamment à travers le fait de pomper la nappe tardivement en hiver et d'avoir des remplissages jusqu'au 31 mars, on abaisse la nappe de l'ensemble du bassin versant et on ne permet plus aux plantes de surface, aux haies, aux herbes, etc., de trouver l'eau directement par système racinaire. Donc, en fait, nous, on considère vraiment que les bassines, c'est l'inverse de l'adéquation, c'est un projet mortifère, en fait. C'est l'inverse de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Et tout en disant qu'on n'est pas opposé au principe de stockage ni au principe d'irrigation. Il faut conserver l'eau le plus longtemps sur nos territoires, mais autrement, complètement autrement. Merci Julien. J'ai vu qu'il y avait une réaction de la commune de La Roche-Sénart. Oui, en fait, je voulais mentionner notamment ce qui se passe en Espagne, un pays agricole où l'agriculture est fort développée, où on arrose à tout va parce que l'économie est basée là-dessus, et où en fait, ils en sont rendus au fait que les nappes sont complètement vides, l'eau de mer rentre dedans, et ils en sont à désaliniser l'eau de mer pour pouvoir avoir de l'eau potable en été. Et voilà, donc avec des coupures d'eau importantes dans les villages agricoles, parfois pendant une semaine, il n'y a pas d'eau, les gens sont obligés d'aller acheter leur bouteille d'eau pour pouvoir boire. Et du coup, quand vous parlez avec des gens qui viennent de ces contrées-là, je peux vous dire que quand ils lavent leurs légumes, ils ne jettent pas l'eau, ils arrosent les plantes du jardin avec. Et est-ce qu'on a envie d'en arriver là, ou est-ce qu'il est encore temps chez nous de réagir? Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a posé une motion, parce que ça soulève beaucoup de questions et je pense que ça mériterait qu'on aille regarder ce qui se passe dans les autres pays. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une réaction de la part de M. Moreau et aussi de M. Bonnet. Je vais vous laisser la parole si on peut. Rapidement. Voilà, très rapidement, s'il vous plaît, M. Moreau. C'est juste que je suis en accord avec Madame le maire. Donc je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est par l'Espagne, c'est un mauvais exemple, l'Espagne, en effet. Et par contre, ce que je suis sûr, c'est que, et vous l'avez quand même rappelé quelque part, il faut une réflexion quand même sur ce que l'on veut faire, en fait. Il faut quand même avoir la réflexion demain, quelle agriculture on aura sur nos territoires. Il faut qu'on se pose cette question réellement, de façon sereine. C'est pour ça que je trouve que les positions trop un peu radicales, je pense, nuisent au débat, très honnêtement. Il faut qu'on reprenne ça avec une certaine, avec une volonté d'aboutir à un projet qui permette le plus grand nombre d'agriculteurs à avoir accès à l'eau pour une alimentation effectivement locale, et du coup aussi faire attention à l'eau potable, ce qui est quand même la priorité. Si on fait ça, on peut peut-être faire ça encore aujourd'hui sans s'investiguer en permanence, sans peut-être s'engueuler, peut-être, voilà, finalement c'est ça la vraie question.
Et quand vous votez des motions, je comprends que vous votiez des motions, mais la seule chose qui m'a troublé dans les motions qui ont été votées dans les communes, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu débat en interne dans tous les conseils municipaux avant de prendre une position. Est-ce qu'il y a eu est-ce que les porteurs de projets ainsi que les anti-bassines, si je puis dire, étaient tous présents au moment avant le vote dans les conseils municipaux? Merci. La démocratie, c'est comme cela d'abord. Merci, Monsieur Moreau. Monsieur Bonnet, vous aviez une réaction. On va essayer d'aller très, très vite, s'il vous plaît. Évidemment, je partage les réflexions de La Roche-Sénard. Par rapport à l'Espagne, ils irriguent 20 fois plus que nous et ils ont moitié moins d'eau à l'année. Donc, effectivement, c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. Chez nous, on a des niveaux d'eau dans les forages qui stoppent les irrigations aujourd'hui à un moment donné. Parce que l'an dernier, je crois que c'était début juillet, on commençait à avoir des arrêts d'irrigation. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est quand même appliquée en France et pas du tout au même niveau que d'Espagne. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Et par contre, ce que je voudrais aussi, c'est quand même une expertise, parce que c'est toujours des affirmations des uns ou des autres, de dire fin mars, si on prélève l'eau dans les nappes superficielles ou dans les rivières, on va assécher le marais. Moi, je voudrais vraiment une expertise pour les volumes d'eau qui partent à la mer. Quand on parle de 200 à 250 mètres cubes seconde, 200 à 250 mètres cubes seconde à la Sèvre en Niortaise, vous n'avez qu'à faire le calcul de ce que ça fait en 24 heures. Merci, Monsieur Bonnet. J'ai vu qu'il y avait encore quelques petites réactions. S'il vous plaît, vraiment très rapidement, en quelques secondes, la commune de La Roche-Sénard, s'il vous plaît. Juste pour dire qu'effectivement, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Moreau dans la mesure où la motion, elle n'a pas été prise comme ça, tout d'un coup, on l'a tirée du chapeau. On a débattu entre nous lors de réunions de travail pour voir qu'est-ce qu'on en pensait. On avait le précédent mandat, le précédent conseil avait déjà reçu les pros et les contre-bassines. Entre nous, nous avons à nouveau débattu. Bien sûr, on n'a pas pu mettre en place de débat public vu les conditions sanitaires cette année, mais ça n'empêche qu'il y a eu un débat. On a entendu des arguments différents. On a reçu bassine non merci, mais on a également dans notre conseil des personnes qui ont de la famille, qui sont agriculteurs, et donc on a étudié les différents points avant de prendre position, et notre motion, elle est justement de prendre des mesures de précaution, puisqu'il y a encore des choses à creuser, mais ce n'est pas des décisions qui ont été prises à l'arrache. Merci. On va, Julien, j'ai vu qu'il y avait une petite réaction peut-être, extrêmement rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on conclue sur la dernière question. Le temps de parole, du coup, après, sera limité, hein, ce sera un peu moins d'une minute par personne, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on rentre dans les temps. Julien, une dernière réaction, s'il te plaît, très rapidement. Réaction un peu épidermique et inquiète, parce que c'est vrai que quand Guy remet en cause le travail de 30 conseils municipaux, de près de 500 élus qui sont prêtés à l'exercice d'un débat de fond, d'un débat public, je ne sais pas où est-ce qu'il veut en venir. De la même manière qu'à l'époque, quand il avait soutenu le protocole pour que la région vote le protocole, il avait remis en cause Bastille non merci, parce que soi-disant, on aurait fait vivre des pressions insupportables au groupe ornithologique des Deux-Sèvres et à l'API. En fait, très simplement, il y a eu un débat au sein de ces associations pour dire non. Alors, si ces choses-là perturbent Guy, moi, ça me perturbe parce que je trouvais que la proposition de référendum, elle est super louable. Je serais curieux de savoir quelle serait la question. Est-ce que voterait Guy? Est-ce qu'aujourd'hui, Guy soutient encore le protocole tel que défini en 2018? Ça, c'est une question très concrète. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il l'a dit à plusieurs fois, ce projet, il n'est pas au point. Tout ce qu'il met en avant sur la protection de l'eau potable, sur le non-exportation, etc., il n'y a rien dans le protocole qui protège de ça. Je questionne également François, puisqu'on a eu l'occasion de présenter justement notre point de vue auprès d'une partie de son conseil municipal. Il y avait 10 conseils municipaux la semaine dernière. Est-ce que François va jouer le jeu de la démocratie interne et de savoir si au sein de son conseil municipal, il veut savoir qu'au bout du compte, les uns les autres, une fois tous les arguments présentés, est-ce que simplement la question de pouvoir prendre une motion sera prise, éventuellement de savoir quelle serait sa position. Voilà. En tout cas, je le redis, bravo les jeunes, il y a besoin d'espaces comme ça. Ça devrait être sur les places publiques, on devrait pouvoir échanger
et c'est la seule voie par laquelle on pourrait construire un projet réellement partagé, admissible par tous. Ça, je crois que c'est la vraie morale de cette histoire. On l'a dit tout à l'heure, François et le CIVAM Marais-Mouillet avaient, il y a 5 ans, lancé cette première invitation. On avait répondu présent. On aurait dû continuer dans cette voie-là. Et en effet, quand on laisse les manettes des lobbies internationaux, on a des projets qui ressemblent à rien. On va poursuivre. Je suis attaqué, attendez, excusez-moi. Du coup, il m'a attaqué. Julien m'a attaqué quand même un peu fort. Là. Donc, il a un petit peu exagéré. Un peu exagéré. Très rapidement, s'il vous plaît. Mais rapidement, parce que, et je dis pour La Roche-Sénard, bon, ce n'est pas le cas chez vous, a priori, et puis j'en suis très content, mais je peux vous assurer dans certains conseils municipaux, le débat n'a pas existé. Je le dis et je le répète. Et ce n'est pas le cas chez vous, a priori, et c'est tant mieux. Et Julien, effectivement, tu ne peux pas affirmer des choses comme ça, et tu le sais très bien, et tu le sais mieux que moi d'ailleurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Moreau. Monsieur Bonnet, est-ce que vous avez quelque chose à répondre, puisqu'on vous a également cité, ou est-ce qu'on peut passer sur la dernière question? Je suis surpris d'avoir des questions comme ça. On a fait le débat. On a invité on a reçu Bassine Non Merci, qui ont exposé leurs faits. Moi, ce que je souhaite, c'est trouver quand même un spécialiste de l'eau qui puisse nous informer vraiment de la réalité des nappes et des niveaux d'eau, qu'on arrête d'affirmer des choses les uns les autres qui sont plus ou moins justifiées. Et du coup, quand on aura vraiment des gens qui seront objectifs pour donner une information sur l'état des nappes, la circulation de l'eau, les réalités aussi économiques et puis des besoins. Moi, je trouve qu'il y a l'urgence, c'est la qualité de l'eau, et ça, on en parle très peu, et on n'a aucune pression des communes sur le sujet. Merci, Monsieur Bonnet. Vous avez déjà évoqué ce point sur la qualité de l'eau, donc on va pouvoir poursuivre sur la dernière question. Rapidement, très rapidement, ce sera la question finale, et c'est une question qui est beaucoup revenue, et je laisserai Marion dispatcher la parole. En quoi, parce qu'on entend beaucoup parler de privatisation de l'eau d'un côté, de l'autre non. Alors, pour vous, y aura-t-il une privatisation de l'eau avec ces réserves de substitution? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Marion, je te laisse dispatcher la parole. Est-ce que M. Moreau voudrait commencer? Merci de me donner la parole en premier. Non, mais dans le sens privatisation de l'eau, moi, à titre personnel, je suis favorable à la gestion publique de l'eau. C'est-à-dire que sur un projet comme celui-ci, il est quand même assez particulier dans le sens où c'est comme un établissement public, en l'occurrence l'établissement public du Marais Poitevin, c'est quand même unique en France où un établissement public est en charge de l'attribution des volumes d'irrigation. Ça, je tiens à le dire, c'est le seul endroit en France où cela existe. Donc, à ce titre-là, on peut dire que la gestion publique est bien réelle. Il faut le savoir. Maintenant, est-ce que cette gestion publique va aussi loin qu'on pourrait l'espérer? Peut-être que non. Moi, je serais favorable, par exemple, au retour de Bassine Non Merci dans le protocole pour discuter avec nous. Je suis favorable. Je leur en fais la demande aujourd'hui, d'ailleurs. Revenez avec nous pour rediscuter du projet et qu'on mette sur la table tous les points qui nous paraissent. On a beaucoup de points sur lesquels, en fait, on est d'accord, au final. On n'a que quelques points où on est désaccord. On est capable de trouver tous ces points d'accord qui sont justement le fait de pouvoir répartir l'eau, de pouvoir prendre en compte le changement climatique et donc la baisse des volumes prélevés dans sa globalité. Toutes ces questions-là, il faut en rediscuter ensemble, mais de façon sereine, sans invective, sans s'accuser mutuellement de tous les mots, de tous les comme fait souvent Julien, à mon encontre, parfois. Et je crois qu'il faut reprendre le débat de façon sereine et se dire que le projet tel qu'il est, pour moi, je considère que c'est un vrai début d'une avancée exceptionnelle dans la gestion de l'eau publique en France. Merci, Monsieur Moreau. Il faut vraiment faire très rapidement. Marion, je te laisse continuer sur
des prises de parole? Une minute, hein, on va Oui, faire une minute, pas plus. moi, sans ambiguïté, oui, il faut que les volumes soient gérés par la puissance publique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Marion, je te laisse. Julien, vous voulez intervenir? Tout à fait. En quoi la construction des bassines et l'attribution des volumes des bassines constituent une privatisation claire et nette de l'eau? C'est que ces bassines, elles vont appartenir à une société coopérative, donc une société de droit privé. Pour entrer dans la société coopérative, comme dans toute entreprise, les irrigants payent des parts. Et en fonction de ces parts, ça leur attribuera un certain volume garanti chaque année. Et quand ils revendront la ferme, ces parts, elles seront également à reprendre. Donc, d'un truc qui est l'eau bien commun, l'eau de la nappe ou l'eau de la rivière, on en fait quelque chose qui finalement est mis, et puis même symboliquement, ce qu'est une bassine, c'est de l'eau dans une bâche entourée par des grillages. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de l'eau pour certains. Ça n'est plus l'eau de tout le monde. Alors qu'ensuite, ce soit payé avec de l'argent public, c'est une chose. Et qu'ensuite, chaque année, en effet, l'établissement public attribue des volumes aux différents irrigants. Qu'est-ce que ça donne chaque année? En fait, c'est un petit peu comme les privilèges et la révolution. Si vous aviez depuis 10 ans 250 000 mètres cubes, on vous réattribue chaque année 250 000 mètres cubes. Voilà, là où il serait juste de dire combien d'exploitants il y a et ça donne quelle surface irrigable pour chaque exploitant. Que tout le monde, soit l'eau est à tout le monde, soit elle est à personne. C'est ça un bien commun. Soit c'est à tout le monde, soit c'est à personne. Soit c'est partagé équitablement, soit on n'y touche pas. Et donc, oui, très clairement, et c'est bien ce qui est grave dans ce projet de bassine, c'est que ça correspond à un projet de privatisation et d'accaparement de quelque chose qui appartient à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Première chose, on apprécie que M. Moreau réinvite Bassine Non Merci à rentrer dans les débats. Donc, ça, c'est une preuve d'ouverture, ça c'est clair. Maintenant, si c'est juste pour… si on a besoin de cette consultation encore, c'est signe qu'effectivement, le projet de l'aveu même de M. Moreau n'est pas parfait. Donc, dans ces cas-là, on peut simplement demander aux personnes là, qui organisent la construction de ces bassines de stopper les projets en cours jusqu'à ce qu'on trouve une consultation. Et une fois qu'un accord sera trouvé en commun, en bonne intelligence, comme on a pu faire aujourd'hui en échangeant, avec des temps de parole plus ou moins bien répartis, au moins, débattons avant de continuer les projets en cours. Stopper les projets, et à ce moment-là, on reprend la discussion, on se remet autour de la table et on renégocie des accords tous ensemble. Et merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter très rapidement? Monsieur Bonnet, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Julien, tu lèves la main très très rapidement et on clôturera sur ces belles paroles. C'est en effet pour répondre à Guy sur cette proposition de réouverture du débat, c'est ce qu'on réclame depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on demande à ce que ce projet soit mis à plat pour constituer ce qu'on appelle un projet de territoire. C'est-à-dire tout le monde autour de la table, on parle de tous les usages de l'eau, de la quantité, de la qualité, de l'alimentation, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et voilà. Et donc, je prends l'invitation de Guy, mais en réalité, la vraie question, c'est qui est habilité, invité, qui invite qui? C'est l'enjeu des mois qui viennent, c'est qui va prendre la main sur le fait de dire il faut mettre en place une véritable médiation, il faut créer des espaces de discussion le plus large public, le plus public, que les gens puissent entendre et dire et participer à ce qui se dit, et pouvoir continuer des choses comme vous faites là, et que ce soit porté. Merci Julien. Monsieur Bonnet, une réaction très rapide. Alors, en Vendée, il y a des réserves d'eau qui ont été faites et qui ont eu une réelle efficacité sur les puits et les forages, sur les niveaux d'eau. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. On va arrêter là, puisqu'on on a déjà dépassé largement le temps. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. C'est très important de pouvoir débattre. Marion, je ne sais pas ce que toi tu en penses de ce débat aujourd'hui. C'était super.
Bon, je trouvais que l'idée était belle, les échanges étaient conviviaux, tout le monde est resté fair play. Donc, personnellement, je crois que mes confrères sont d'accord, c'était très bien. On vous remercie pour cette opportunité. Merci à vous d'être venu, surtout, Monsieur Moreau. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait ce podcast, parce que je trouve qu'effectivement, ça nous permet aussi d'échanger et d'avoir des opinions qui sont parfois un peu différentes, mais qui sont au final peut-être pas si différents que ça parfois, et que parfois ils sont beaucoup mis en valeur, les différences sont plus mis en valeur que ce que l'on a en commun, en fait, parce que les médias ont tendance à beaucoup amplifier les différences. Merci beaucoup, Monsieur Moreau, Monsieur Bonnet, Julien, des réactions? Moi, ce que je voudrais dans des sujets comme ça, là, c'est d'avoir vraiment des spécialistes sur l'hydrologie en général, parce on part tous avec notre cœur mais je pense qu'on n'a pas tous des connaissances, y compris moi. Pas de souci. Écoutez, Monsieur Bonnet, on vous invite le jour où on refera un podcast sur le sujet des bassines et on essaiera de trouver un spécialiste et on vous réinvitera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Julien, un mot sur le podcast? Je redis une fois, bravo pour l'initiative et bravo pour la manière dont vous avez mené ça. Notamment, il y a un truc qui n'est pas facile, qui est de couper la parole à des adultes et de tenir le cadre. Et vous l'avez très bien fait, avec tact, c'était nécessaire. Je crois savoir que vous avez préparé ça en amont et ça se sent, puisque les questions, elles ont été… Voilà, on voit qu'il y a eu du mouvement derrière. Je suis très curieux de voir ce que ça donnera au montage. Là aussi, vous serez attendu parce qu'un montage, toujours coupé, c'est trié et il faudra réussir à être tout aussi impartiaux que vous l'avez été dans cette étape-là. Et c'est vraiment délicat. Voilà. Mais en tout cas, chapeau, c'est super pro et pourtant, vous faites ça avec une casquette citoyenne. Je veux quand même alerter sur, je pense que François a raison, d'aller chercher des spécialistes, c'est important, mais d'entendre aussi des citoyens, avec leur parole de citoyen, c'est aussi très important. Il faut faire attention parce que souvent dans les débats, il y a une surreprésentation des spécialistes et dans le choix des spécialistes, il y a un vrai enjeu politique. Et que les uns et les autres, on sait aussi trouver des spécialistes qui ont eux aussi. En fait, la science, elle n'a pas un avis unanime. Et je sais que par exemple, parmi les hydrologues pro-bassines, il y a un Alain Dupuis qui bosse pour la région, il y a un François-Marie Pellerin de la Coordination pour la défense du Marais. Et de l'autre côté, il y a Florence Abès, qui est une spécialiste internationale. Qui voilà. C'est un conseil. C'est pour vous dire qu'il y aura un enjeu dans le choix et que même dans la parole scientifique, il y a de la controverse. Merci, voilà. Merci Julien. Mais ça tombe bien, Julien, tous les noms que tu as cités, je les écoute régulièrement, tous. Merci Monsieur Moreau pour cette réaction. Donc, on va clôturer là. Pour ce qui est de l'organisation de ce podcast, ça a été très compliqué pour nous. On avait une idée de le faire en présentiel, en partenariat avec une radio. Malheureusement, avec le Covid, etc., ça a été extrêmement compliqué. On a dû s'organiser, trouver une plateforme qui supportait tout type de connexion. On espère bien sûr vous recevoir lors d'un prochain podcast sur Écoute à venir. C'est hyper important, mais en tout cas, on est vraiment très, très content de vous avoir eu pour ce premier podcast. Merci beaucoup, Marion. Je pense on est très gratifiant. C'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Mais mille merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci à vous et bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va souhaiter en tout cas une bonne après-midi à tous nos invités et à tous nos adhérents qui nous écoutent. Vous pouvez bien sûr nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @mouvement Éco Avenir et Twitter également. Et ce podcast qui sera disponible sur Spotify et Deezer sera également disponible sur YouTube. Et cette fois, vous aurez toutes et tous vos têtes qui s'agitent en parlant, puisqu'on gardera l'enregistrement vidéo également sur le YouTube. Voilà. Donc je vais laisser le dernier mot à Marion. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez.
Je vais devoir me répéter, mais merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir débattu dans notre émission Écoute l'avenir et nous serions ravis de vous revoir à nouveau et à nouveau, mille merci. C'était très agréable. Comptez sur nous. Et bonne journée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Bon courage, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.